23 février 2021, il y a 24 ans. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Nous avions Super Brawl 7 en live de cette arène légendaire, le Cow Palace de San Francisco. Bonjour Yann, bonjour tout le monde. La super bagarre, 7e du nom. La méga masturbation même. Ouais. Blague super branle. Blague super branle. Oui, un show de qualité, j'ai trouvé. Je trouvais que c'était un très bon pay-per-view que je vais nuancer avec un coup de gueule dont que je vais partager en début de show parce que franchement, j'ai des envies de meurtre, hein, franchement. Bah écoute, je t'ai vu teaser sur Twitter. J'ai cherché des informations insider. Je pensais les obtenir. Mais il n'en fut rien. Tu vas me dévoiler ton coup de gueule en direct. Je suis au même stade que nos spectateurs auditeurs. Mais Quel est ça veut ton dire coup que de gueule? toi, tu n'as pas de coup de gueule à pousser à aucun moment de ce show? J'ai trouvé la fin nulle, Mmh. mais elle n'a pas provoqué en moi un coup de gueule particulier. D'accord. Mais vas-y, Pay-per-view dis-moi. quand même acheté en masse 275 000 fois. C'est, de mémoire, je crois que WrestleMania, c'est 214. WrestleMania 13. Mmh. Donc ce Super Brawl est beaucoup plus acheté que le show le plus important de 97 à la WWE, sur le papier. Donc ça montre quand même encore la WWE, Oui. même si la semaine dernière, Raw était génial et maintenant je pense qu'on est parti, hein, entre guillemets, c'est fini. Voilà. La WCW est toujours très loin. Le petit sondage de l'époque, thumbs up, Il fait avis mousser ce coup de positif gueule, sur il fait Super mousser Brawl, le coup de gueule, il fait mousser. 87%. Mmh. Thumbs down négatif, 4% et moyen thumbs in the middle, donc 9%. Donc 87, c'est unanime et je rejoins cet avis complètement. Ouais, franchement, après, 87%, c'est beaucoup. Enfin, ça fait vraiment partie. Là, j'ai l'impression que 87%, c'est des shows qui sont considérés comme très, très, très bons. Je suis pas sûr de considérer ce show comme très, 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 très bon. Par contre, c'était plaisant. Ça faisait partie des bons pay-per-view WCW. Pour moi, il y a rien de mémorable. C'était un bon moment, mais on rentre pas dans la sphère des pay-per-view légendaires ou des pay-per-view qu'il faut à tout prix avoir vu, je pense. Même si j'ai passé un bon moment devant. Tout à fait. Mais Coup de alors, gueule. oui, coup de gueule, parce que moi, je n'en peux plus de ces gens. Je n'en peux plus de ces gens. Ils sont capables, semaine après semaine, de proposer un produit rythmé, diversifié avec les luchadors. Avec les tables des publics ennemis, avec des poids lourds, avec des bons pay-per-view, des très bons pay-per-view, Starrcade, Halloween Havoc, avec tout ce que tu veux, avec des feuds de main event, enfin, le produit en lui-même, il est pas du tout mauvais. Mmh. Le pay-per-view, celui-ci en plus, moi je l'ai trouvé très bon. À chaque fois que ça s'enchaînait, je me disais: «Putain, waouh, le rythme, ça booste que des gros matchs, ça n'en finit pas». C'est même pour DDP, Buff Bagwell, on va en parler, c'était largement mieux que ce que j'attendais. Donc c'était systématiquement, match après match, un très bon pay-per-view. Et une fois de plus, depuis le début de la Monday Night War, je sais pas combien de fois ils ont fait ça. Et là maintenant, ça m'a foutu mais hors de moi. Ils sont incapables ils sont incapables de gérer l'exécution des choses importantes. Jamais, jamais. Par contre, quand tu as Debra qui doit lancer à l'aveugle une mallette récupérée, il y a 1000 chances sur 10 pour que ça foire, ça passe très bien. Par contre, le heel turn du Macho Man et le finish du main event, qui sont le pay-per-view aurait pu être pourri avec ce bon finish réussi, ça aurait rien changé. Et là, on a un super pay-per-view et ce finish avec Macho Man, Hogan et Piper qui est une. J'ai même plus de termes, quoi. Piscine de chiasse, ça fait des années que c'est dépassé, quoi. Mais justement, moi j'étais étonné parce que quand tu m'as dit que c'était un coup de gueule, je me suis dit certainement que c'était par rapport à la fin et par rapport au heel turn du Macho Man. Mais Mais même pas le heel turn, le finish du match.
Oui, 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 tout à fait, tout à fait. Enfin, j'englobe ça dans le heel turn. Mais Ouais. pareil, je pense que je suis désensibilisé ou que mais oui, on a déjà tellement vu ça. Alors, je peux comprendre que ça soit la goutte d'eau. Mais oui, je me suis dit, c'est abominablement nul, extrêmement mal exécuté. Mais comment c'est possible, Je suis putain? entièrement Tu d'accord tu avec tu toi, as mais des ça m'a pas choqué outre mesure dans le sens où c'est quasiment toutes les semaines des trucs comme ça. pas sur des choses aussi essentielles, c'est-à-dire un match pour le titre entre Piper et Hogan, la revanche de Starrcade et le heel turn du Macho Man qui rejoint la NWO. Comment c'est On a possible que aussi dit tu que aies le heel turn de Eric Bischoff était ridicule, que c'était peut-être un des pires heel turns dans l'exécution de tous les temps. Pareil pour Ben celui oui, oui, mais c'est ce de que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est vraiment la fois de trop. C'est d'accord. putain, dans le ring, tu as quoi? Tu as Piper, Hogan, Macho Man, l'arbitre. Est-ce qu'il y avait des sbires autour du ring? Je pense que tu as pas loin de 150 années d'expérience dans le ring. Bon, on va dire une centaine d'années d'expérience. Comment c'est possible qu'un truc aussi basique, spoiler, on en parlera plus en détail, Piper gagne le match? Et moi je me dis: «Putain, il gagne le titre. Mais comment ils vont faire?» Et ensuite, il y a un leg drop de Hogan ou je sais pas quoi, et il gagne et il regagne un match. Je dis: «Mais qu'est-ce que vous avez fait?» Personne n'a rien dit, ni l'arbitre, ni les commentateurs, ni l'annonceur dans la salle. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Alors que c'était un super pay-per-view et que c'est dans l'exécution le truc le plus simple du monde à faire. Un p Ce qu'il a manqué, c'était un pied dans les cordes. Un pied dans les cordes. Comment c'est possible? Parlons du show. Eh ben écoute, maintenant j'ai hâte d'arriver au main event pour qu'on puisse développer tout ça. Bon bah c'est normal, hein, on est à la WCW, terre de tous les possibles. On commence avec Piper qui s'échappe de Alcatraz alors qu'il est rentré sciemment à l'intérieur. C'est le jour de sortie. Il s'échappe de Alcatraz après 6 jours de grève de on ne sait trop quoi. On nous stipule qu'il a été seul pendant 6 jours, accompagné de son caméra crew. Mmh. Déjà là, c'est fantastique. Parce qu'il est seul dans ce bâtiment, il n'est pas non plus resté 4 mois et demi, il est resté 6 jours. Il a le t-shirt déchiré, dégueulasse. Tu as l'impression qu'il s'est battu avec 29 vampires ou 29 zombies. Il sort dans un état pas possible. Alors que mec, on nous a expliqué que tu étais tout seul. Pourquoi tous tes habits sont déchirés? Bah, le mec, à force de faire des pompes sur les chiottes et compagnie, ça use, hein. Dans ton dos? Les pompes, ça use le dos? Bah, pompe abdos, Pompe à dos. comme disait NTM, Fais gaffe à ton dos, protège tes protège abdos. Et donc tes là, pompes c'est abdos. déchire ton t-shirt, fais tes abdos, tu vois. Voilà. Alors moi, j'ai trouvé que c'était très bien joué quand il sort de la cage, de sa cellule et qu'il est encore à l'intérieur de la prison. Mais à partir du moment où il est à l'air libre, là, on passe dans la sphère, c'est du n'importe quoi. Je sais pas ce que tu as pensé de tout ça, mais il y avait un petit côté film d'épouvante, presque chouette à l'intérieur de la structure de la prison. Mais à partir du moment où il ouvre la porte et il est à l'extérieur, il commence à hurler, à courir comme Dwight Schrute dans The Office qui fait les tours du bâtiment là. Il hurle, après il prend un bateau pour se rendre en bateau au Cow Palace. Mais comment veux-tu aller de Alcatraz au Cow Palace? À la nage? Oui, non, mais là il est tout seul sur son bateau. C'est très bizarre. Il fait l'amour au mât du bateau parce qu'il est devant et il se frotte. Tu- Je sais pas, je sais pas, je sais pas comment t'aurais pu faire autrement, mais j'ai trouvé que c'était, ça m'a fait beaucoup rire. Oui. Je suis pas sûr que c'était vraiment le Non, but, c'était pas le but, hein. mais Le ça m'a but, c'était vraiment de te fait donner beaucoup rire. envie de voir, Piper contre Hogan. Qu'est-ce que ça t'a produit comme effet, toi? Moi, ça m'a fait rire ce truc, vraiment. Plus que ce qu'on a vu à Nitro, j'ai trouvé que c'était vraiment bien. Là, j'ai trouvé que c'était du So Bad It's Good, vraiment. Oui, oui, oui. Bah, je pense que tu as tout bien, résumé avec, ton résumé est assez complet et Mais juste mais j'ai et bien mais en fidèle tout à ce que cas, moi j'ai pensé. je me suis dit franchement, mais quelle planète merveilleuse que ce catch. Donc là, nous sommes en 2021, nous sommes devant notre WWE Network. Roddy Piper s'échappe de Alcatraz avec un t-shirt troué en faisant l'amour au mât de son bateau.
pour aller affronter Hulk Hogan dans 1h30. Va raconter ça à quelqu'un de sensé. Oui, bah, il va te dire, oui, bah, ouais, ouais. Il va te dire, regarde le premier match. Ouais, alors très 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 étonné, j'ai pas vérifié mais je lui fais confiance. On nous signale que c'est le premier pay-per-view ever à San Francisco. Ah, Et que le Cow Palace avait accueilli moult et moult shows, mais aucun pay-per-view. oui. D'accord, je vérifie l'information pendant qu'on fait l'enregistrement de l'émission. Très bien. Donc oui, c'est parti avec un très bon opener, j'ai trouvé. Je confirme. Super Brawl Six. 7, 8, 2000 et No Way Out 2004. Eh ben, tu vois, c'est vrai que c'est unanimement considéré comme une salle de légende qui n'a commencé à accueillir des pay-per-view qu'à partir de 1997. Mais bon, moult grands moments de l'histoire du catch dans cette salle. Je me rappelle même que là, il y avait la Ring of Honor qui avait fait un show là-bas. En 2007, je crois. Cow Palace, c'était dans le titre du show, c'était quoi? C'était Panic at the Cow Palace ou un truc comme ça? Un truc du genre. Attends, je vais chercher ça aussi. Vas-y, continue. Donc, Six contre Dean Malenko pour le titre Cruiserweight. La foule à fond. La foule à fond. Alors ce match, j'étais quand même aussi un peu dépité par rapport à tout ce que tu disais concernant le main event. On en a discuté la semaine dernière lors de la review du dernier Nitro. La story a vraiment bifurqué. Là, on part sur un truc très personnel. Le rep de Malenko a entraîné Six. Les deux se connaissent. Malenko a vu Six grandir en tant qu'homme, en tant que catcheur. Six connaît extrêmement bien Malenko. Il connaît ses points faibles. Il connaissait son passif de blessure, notamment au cou. C'est la story. C'est Malenko qui veut lui inculquer le respect. Et ça fonctionne parfaitement. Mais vraiment parfaitement. Six permet de travailler, comme je l'ai dit, sur les points faibles de Malenko. Il bosse le cou, il bosse la nuque, etc. etc. Malenko est fragile là-dedans. Six le sait par tout le passé qu'on vient de décrire. Ça commence hyper fort. Le match, il est équilibré, il est bien bossé. Moi, j'ai trouvé très intelligent. J'étais très agréablement surpris par tout le contenu du truc pendant plus de 10 minutes. Et là, c'est la WCW, comme tu l'as parfaitement stipulé. Ils sont incapables de faire des finishes corrects. C'est un match serré. C'est vraiment coup pour coup. Ça se rend tout. C'est deux catcheurs qui sont bookés à 50-50. Jusque-là, est-ce que tu es d'accord avec moi? Oui, tout à fait. Et là, voilà, X-Pac se rappelle que c'est un kleptomane et qu'il faut voler la ceinture. Mais gars, c'est comme si c'était un match de foot. Il y a 3-3. C'est la 85e minute. Tu peux largement gagner ce match, en fait. Le match est équilibré. Tu n'as pas besoin de péter un plomb pour d'un coup frapper l'arbitre. Tout à fait. Tu peux gagner. La story de ce match, c'est que vous êtes parfaitement égaux. Et donc voilà, au bout de 13 minutes, non, c'est quoi? J'ai 11 minutes 57 dans la durée du match. Au bout de 11 minutes, Six se rappelle que, ah oui, tiens, merde, kleptomanie, il faut que je vole la ceinture. Là, déjà, ça m'a foutu hors de moi, beaucoup moins que ton coup de gueule, mais je me suis dit, c'est pas possible. Ils sont incapables de booker les choses de manière clean. Bah, en fait, le truc, moi, je pense que c'est peut-être à rebrousse-poil qu'il faut réfléchir, c'est que pardon, il me semble qu'il y a Dean Malenko et Eddie Guerrero lors de Uncensored, qui d'ailleurs, de mémoire, je crois bien que c'est le premier show où la foule commence un petit peu à se retourner contre Eddie Guerrero. Mais donc là, Eddie Guerrero, il vient essayer de sauver son Dean Malenko, mais qui n'est pas son pote, mais disons l'autre gentil. Bah, l'autre victime. Je pense qu'ils ont un lien de victime. Oui, c'est vrai. Ils se font voler leurs biens. J'avais Solidarité. j'avais oublié l'histoire du vol. Et donc il veut piquer la ceinture de Six, sauf qu'il n'y arrive pas. Et donc Six garde quand même sa ceinture en main, qu'il avait déjà auparavant, hein, on le rappelle. Oui. Il frappe Dean Malenko et gagne le match avec ça. Alors, pareil, là, l'exécution, moi, je l'ai trouvé abominable. Parce qu'en fait,
Ouais. c'est booké pour être un accident. Je suis pas certain. Je pense que le problème majeur, c'est que l'arbitre vient beaucoup trop tard et sans aucune raison, valable pour regarder Eddie Guerrero pour être dos à l'action. Oui, mais donc là, par exemple, là, tu vois, donc là, il y a tug of war avec la ceinture. Mmh. Eddie Guerrero la lâche à un moment donné. C'est pas que genre ça force trop de l'autre côté et donc il lâche, c'est qu'il la lâche. Il décide de la lâcher. Sauf que Six, à ce moment-là, du coup, n'a pas du tout l'impact du fait que Eddie Guerrero lâche, parce que normalement, tu devrais être emporté par l'élan du fait que Eddie Guerrero lâche et donc partir en arrière. Sauf que là, Eddie il lâche de manière tellement abrupte que Six ne réalise même pas qu'il lâche. Et donc, il y a une espèce de demi-seconde d'intervalle où, en fait, là, Six joue extrêmement mal, mais c'est à mes yeux la faute de Eddie. Le fait qu'il soit propulsé en arrière avec la ceinture et qu'il touche malencontreusement Dean Malenko. Ah moi je l'ai pas vu comme ça. Je l'ai vu comme, il a lâché, il a la ceinture effectivement et là l'arbitre, il vient tourner le dos aux 2 protagonistes du ring pour dire à Eddie Guerrero: «Rentre chez ta mère». Donc et c'est à ce moment-là que Six frappe, Dean Malenko. Mais Bah, mais ce qu'il y moi a, c'est moi que c'est c le comportement d'Eddie qui fait croire ma théorie, parce que Eddie a l'air de dire ah, c'est de ma faute tout ça. oui, voilà, c'est moi ce que je voulais compléter, c'est que les gens disent: «Ah c'est la faute d'Eddie Guerrero». Si Six a frappé Dean Malenko avec la ceinture. Mais Et moi, non, j'ai envie de dire, de toute c'est façon, il l'élan. avait la ceinture dans la main. De toute façon, c'est ce qu'il prévoyait de faire. Donc c'est pas parce que Eddie Guerrero est venu. Eddie Guerrero a simplement pas réussi à empêcher que ça se passe. Moi, je pense que c'est vraiment écrit pour que ça soit, Tu penses que ça aurait dû faire genre: hop là!» oui, par accident. Je sais pas, Mais pareil, mais du coup, le fait qu'on passe des milliers d'heures dans nos vies respectives à débattre de ces finishes montre qu'ils ne sont pas bien exécutés. bah, que ce soit ta version ou ma version, dans les 2 cas, c'est mal fait, peu importe. Oui, c'est mal fait, donc du coup, ça laisse la porte ouverte à ma version, à la tienne. On sait pas, on comprend pas. C'est mal fait. C'est Ouais. très raté. Eddie Guerrero, en tout cas, et c'est pour ça que j'ai l'impression que c'est ce que je te disais, c'est que Eddie Guerrero est dépité. Il se prend la tête, genre ah merde, je viens de coûter le match à Dean Malenko. Les commentateurs aussi disent que voilà, Eddie s'est un peu trop mêlé et que ça a eu des conséquences. Voilà, tu l'as dit, la suite c'est Eddie Guerrero contre Dean Malenko. Alors certes, ça établit le lien entre les deux, mais dans l'exécution, comme dans la tradition de la WCW, c'est foiré et c'est venu gâcher un très bon match de catch. La Ring of Honor, c'était Chaos at the Ah, Cow Palace. il me semblait que c'était Panic. Je me rappelle qu'il y avait Chris Hero contre je sais plus qui dans ce match. J'ai un souvenir visuel. C'était Nigel McGuinness, Jay Briscoe, Daniel Bryan contre Austin Aries, Age of the Fall, No Remorse Core. Oh putain, ça c'est des souvenirs ça. Roderick Strong, Claudio, donc Cesaro. Chris Hero contre Human Tornado en opener. Ah, mais voilà, c'est celui-là. Mais moi j'étais fan de Human Tornado. Ah ouais. Ah oui. Ouais. Non, j'aimais beaucoup Human Tornado. Il me divertissait grandement. D'accord. Il Très bien. il ressemblait énormément. Alors il ne va jamais regarder ça, mais je crois que tu l'avais croisé. Il ressemblait énormément à mon ami Nahir, il me semble que tu avais vu. Enfin, À qu'on Japan avait passé un Expo. moment. Oui, tout à fait. On avait passé un moment tous les trois et je trouve que c'est son sosie officiel. C'est peut-être pour ça que j'ai autant d'amour pour Human Tornado que pour mon ami Nahir. Peut-être. La star. Alors c'est très drôle parce que donc on nous annonce que DDP affrontera un mec random de la NWO ce soir. Et là il sort du catch parce qu'il dit ouais, enfin bon, pas si random que ça, parce que si on fait le calcul, et là il énumère toutes les possibilités en disant ben Hogan il a son match contre Piper, les Outsiders ils sont contre le géant et Luger, nanana, et donc en gros bah il reste que les merdes quoi. C'est ce qu'il dit Voilà. comme promo. Dont Big Baba Rogers qui est à l'hosto. Et puis il dit C'est ça. bon, oui, bah voilà, il reste pas grand-chose. Il reste peut-être Bof, machin. Et alors là, 4 secondes après, Minjin, il Ouais. fait ah, attends, on me dit Scoop. ah, on me dit dans l'oreillette que ça va être Bof Bagwell. Ouais. Alors pourquoi vous avez fait l'interview au lieu de faire bon, bah voilà, DDP ce soir, c'est Bof Bagwell. Qu'est-ce que tu as à nous dire? Oui. Mais j'ai beaucoup aimé le côté je déconstruis les codes du catch Ouais. de DDP qui dit bah attends, là tu me dis qu'en gros il y a 25 possibilités. Non, en fait il y en a qu'une ou deux. c'est soit Big Baba, soit Vicky Wall Street, soit Buff Bagwell quoi.
C'est ça. Et donc, oui, effectivement, c'est Buff Bagwell. Dans un match, tu l'avais annoncé lors d'un épisode précédent, qui sera une vraie belle surprise, Qu'est-ce j'ai qu'on a trouvé. ensuite? Ah oui, bah, les Chicanos. Conan, Laparca et Ray Mendoza, vêtu de sa tenue de Villano 4 contre Rouvi. Super calo, notre idole. Et encore plus une idole, Cyclopée. Ah oui, alors, comment dire? Lors du dernier Nitro, Super Calo essayait de mourir. Là, Là, Cyclope, il meurt. Il essaye pas. Lui, il a validé, tous les process. ah oui, c'est vrai que c'est le Asahi Moonsault, là. Enfin, le Moonsault vers Heu, l'extérieur qui oui, rate enfin, complètement. il s'écrase tout seul, on sait pas ce qu'ils font. Un peu à la mexicaine, quoi. Les mecs, ils se lancent, quoi. Bah là dans ce que j'ai noté, c'est qu'il fait un Asahi Moonsault en prenant appui sur la 3e corde, hein, Mmh. vers l'extérieur, mais il part complètement en diagonale. Mais quand on dit complètement en diagonale, c'est complètement en diagonale. C'est-à-dire qu'il doit partir tout droit, il part complètement en diagonale, c'est-à-dire qu'il arrive, tu vois, évidemment, le mec qui l'attend est globalement au milieu du tapis bleu, là, que tu vois, au milieu de l'allée. Tu as, voilà, il attend que le gars lui saute dessus. Lui, il atterrit près Euh, des barrières. Exactement, Cyclopée, il atterrit dans les barrières, quoi. Genre, c'est pas un raté, il y a 2 mètres de décalage entre le spot où il doit atterrir et le spot où il tombe. Il s'explose contre le sol. Et c'est vraiment à l'image de ce match, j'ai trouvé. C'était un bordel chaotique, mais qui m'a beaucoup diverti. J'ai trouvé que c'était vraiment, ça n'avait aucun sens, mais c'était fun. C'était un vrai pur spot fest. Oh, Et ouais. en 97, il y a rarement des matchs comme ça. Bah, c'est le premier six-man mexicain, on va en retrouver, il y en aura un de mémoire, bah, alors je vais pas tous les énumérer, je les ai pas tous en tête, mais ceux qui m'avaient marqué, il y avait celui de Bachat de Beach 97, il y en avait un Sold Out 98. Bref, oui, comme tu l'as dit, il y a pas mal de fois où on ne sait pas trop ce qui se passe, mais, mais on est à la mexicaine, donc il y a de l'envie, il y a du rythme, les mecs, ils y vont. Si ça foire, on s'en tape, on recommence direct après, ce qui fait que finalement, ça fait pas de tâche quand il y a ces moments qui sont un petit peu, Oui, on sait pas trop ce que foutent les mecs. Et puis moi, il y a aussi, oui, toutes les couleurs et les trucs comme ça, parce que ce oui, oui, ring visuellement, bleu c'est là, plaisant. avec la lumière du Chaos Palace, je trouve que ça fait quelque chose de vraiment très beau. Même dans le premier match, avec les deux tenues de Dean Malenko et de Six qui étaient complètement noires et semi-brillantes, ça fait un très beau contraste avec ce bleu. Je suis entièrement d'accord avec toi. Le Cow Palace, c'est vraiment une belle salle de catch, un bel éclairage, comme tu dis. Et là, c'est vraiment effectivement très coloré. Et c'est tout ce qu'on aime bien. Il y a des ranades partout, des dives, des moves à plusieurs qui sont complètement dingues. Il y a des prises de soumission qui impliquent tous les catcheurs, par exemple. Ça balance Juventud dans tous les sens. Il y a 4 décès. C'est hyper fun pendant 10 minutes. Oui, Je le pense qu'il y a 1000 choses à dire en finish. termes de, excuse-moi, mais il y a 1000 choses à dire en termes de cohésion, de cohérence, voilà, Dave Meltzer pourrait écrire des articles de merde pour te dire que ça a pas assez vendu ou je sais pas quoi. On s'en branle, c'est pas du tout le sujet. Le sujet, c'est qu'on est diverti par un match pendant 10 minutes, ça ne s'arrête jamais et en 97, ça fait vraiment du bien. Ah oui, tu as tout Voilà, dit. victoire de Conan. Et ce qui est drôle, c'est que jusqu'à la fin, ça merde parce que Juventud se dégage, mais Oui, la ils fin font quand aussi, même moi la j'ai mis, croix. pour le finish aussi, on ne comprend pas ce qui se passe. Donc bon. Bah, on comprend que Juventud se dégage à 2 et que malgré tout, ça fait sonner la cloche. Donc fin du Oui. match alors que Rouvi se dégage et je crois que c'est Tony Schiavone qui dit kick out alors que ben non. Donc oui, deuxième finish raté, c'est la WCW. Ça rime et c'est tant mieux. Match pour le titre télé entre Rey Mysterio et le prince Iokea, avec Rey Mysterio qui fait un tope con hilo sur Iokea à l'extérieur du ring, un petit peu comme, enfin exactement même comme celui de Super Calo qu'on vous avait passé la semaine dernière. Mhm. Bah écoute, moi non mais déjà visuellement, je trouve que ce pay-per-view il est beau à regarder. Oui, 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 oui. Donc voilà, et puis donc comment il s'appelle, Regal qui vient et qui va tirer Rey Mysterio sur l'apron. Il y a pas grand chose à dire sur ce match en fait. Il est vraiment bon, il est vraiment propre. Il continue quelque chose que moi j'apprécie quand même, c'est le push de Iokea, parce que même s'il y a intervention de Regal et compagnie,
après la défaite de Rey Mysterio qui est fair play. Donc voilà, on a une victoire de Io qui conserve sa ceinture. Donc on le cimente bien. Spoiler, ils vont se réaffronter lors de Uncensored. Oui. Donc voilà, c'est un bon match avec des choses quand même superbes, assez souvent. Quelques autres petits trucs, parfois un petit peu ambitieux pour les deux mecs. La seule chose que j'ai un peu regretté, c'est qu'il soit placé, enfin, qu'un deuxième match acrobatique soit placé après le match de Luchador. Bah, oui, c'est ça. C'est que mais tu as toujours de toute façon cette structure de show de la WCW où tout ce qui est, poids léger, cruiserweight et cetera, c'est quoi qu'il arrive en début de show. Jamais de la vie, tu auras des matchs de Rey Mysterio avant le main event, des trucs comme ça. Ça n'aura quasiment jamais lieu dans l'histoire, voire même jamais lieu, en fait. C'est Mmh. vraiment une façon de booker, très propre à la WCW, où ils avaient aucune volonté d'aérer les shows en mettant de temps en temps des matchs cruiser un peu aux extrémités. Ils mettaient toujours ce type de match au début. Bon, on s'y habitue très vite et ça a largement consolidé l'idée qu'il y avait 2 shows dans les pay-per-view WCW, où d'abord tu avais le show catch, work rate, cruiserweight, etc. Et ensuite tu avais la deuxième partie du show avec des matchs en général de moins bonne qualité avec les superstars, old school WWE, etc. Là, Mmh. moi, on en avait déjà parlé. Moi, j'aime vraiment pas Prince Yoke. Enfin, c'est pas que je l'aime pas, c'est qu'il me procure vraiment rien. Je le trouve extrêmement fade. Qu'il soit pas forcément talentueux, c'est pas grave. C'est pas ça que je lui reproche, mais je trouve qu'il a jamais su dégager quelque chose qui a pu susciter en moi la moindre émotion. Vraiment. Là, comme tu l'as dit, c'est propre, c'est plutôt bon ce qui se passe, mais ça démarre vraiment pas. Et moi, j'ai pas aimé du tout la fin là, avec cette espèce de story de on est tous gentils. J'ai trouvé que c'était beaucoup trop. Ah Parce bon? que donc tu l'as un petit peu évoqué. Prince Iaukea, vu qu'il a été aidé par William Regal et qu'il l'a vu, Mmh. il ne veut pas de ce titre et il le donne à Rey Mysterio. Rey Mysterio qui dit non, non, mec, c'est ton titre, je le prends pas. Et donc ils se battent un petit peu pour savoir qui va garder le titre. Je trouve que de 1, ça décrédibilise la ceinture. Et de 2, mec, si le finish est pas clean, t'es à la WCW, donc il sera jamais clean, réveille-toi. Mmh. Propose un rematch demain ou quelque chose comme ça, mais ne lui donne pas la ceinture. Tu lui dis, mec, franchement, là, désolé, c'était pas cool, on se Oui, mais réaffronte demain, on se réaffronte à Uncensored. c'est un petit jeune, il sait pas encore comment réagir et se comporter dans des situations un petit peu compliquées comme celle-là. Faut pas lui en tenir, rigueur. Ce qui compte, c'est que voilà, ils sont tous les 2 gentils et puis voilà. Bah là, dans la suranalyse, je trouve que ça met pas le titre en valeur, de vouloir, ou en tout cas d'être prêt à le donner. Je pense que ça valait un rematch ou un restart, parce qu'apparemment c'est tout à fait possible, n'est-ce pas? Clin d'œil. Là, le fait de donner un titre, je trouve que c'est pas bon. Dans le catch, on en a déjà discuté en off à plein de moments de notre vie. Les ceintures, c'est ce qu'il y a de plus important dans le catch. Ça doit être le centre de tout. Et donc là, de ne Ouais. pas vouloir la garder, même pour un babyface, je comprends ce qu'ils veulent faire, à savoir ils veulent faire un mec honnête, droit dans ses bottes, etc. Ne pas vouloir la garder, à mes yeux, ce n'est pas bon pour le titre télé. Moi, dans mes notes, j'ai aussi noté j'aurais mieux vu un DDP Buff Bagwell Mhm. à la place de ce match et ce match après DDP Buff Bagwell. Évidemment. Et pendant que je prends ces notes, je me dis: «Ah oui, mais la WCW, ils build quand même de manière très, très crescendo avec DDP qui est quand même une trop grosse star pour qu'il soit plus si tôt Oui. dans le show». Mais le match suivant, c'est DDP Buff Bagwell. Bah, il y a une influence, c'est la même, enfin, c'est pas, oui, comme tu dis, c'est crescendo, c'est du booking un peu à la New Japan, enfin, au Bah, Japon bon, pour moi, en c'est du général. booking de catch, quoi. Tu pas c'est pour moi, ce que fait la WWE depuis une vingtaine d'années, c'est du contre-booking, quoi. De Oui, te oui. donner plusieurs gros moments parce qu'on part du principe que tu n'as pas le niveau pour être suffisamment excité après 2 heures de show quand on va te donner l'heure la plus importante. Oui, je sais pas, franchement, c'est un vrai débat là. On pourrait d'ailleurs en parler plus longuement pendant un live ou des choses comme ça sur les books. Moi, j'apprécie quand même le schéma d'un gros match au milieu, par exemple dans les WrestleMania ou des choses comme ça, tu vois. Oui, bah, après WrestleMania dure 4 heures depuis, suffisamment longtemps pour qu'effectivement tu peux pas donner
2 heures et demie de trucs pas méga importants, donc c'est un autre contexte, mais la Par exemple, les AEW l'a Wrestle montré. Kingdom ou les choses comme ça durent 5 heures avec une carte en crescendo pure. Oui, mais ça, c'est le Japon, c'est encore autre chose. C'est Mais pour pour ça que je les faisais le lien US, avec, la la AEW a montré WCW. qu'ils peuvent faire leur pay-per-view, avec vraiment le match le moins important et ne monter uniquement de manière crescendo pendant 2 h 45 et le public a toujours beaucoup apprécié, quoi. Oui, bon après je me rappelle, d'ailleurs il a été élu match de l'année là, le tag match, dans mes souvenirs, il était plutôt en milieu de show, le Young Bucks, Adam Page, Kenny Omega. Oui, mais dans la hiérarchie des storylines de l'époque, c'était pas le match le plus important, à l'époque. Ouais. Entre-temps, j'ai cherché la review de Dave Meltzer, Ah tiens, Spotfest, c'est de la merde. ce trou du cul. Non, 3/4, meilleur match du show. Quoi? Je te jure, Elle date de quand? C'est de l'époque? de l'époque. Ah bah oui, bah il s'est smartisé à la Pro Wrestling Guerrilla et les Young Bucks là. D'accord. Eh ben écoute, très étonnant. Comme quoi il a bien changé ce bon Dave. Interview du Giant. Ah bah figure-toi que je l'ai même pas noté, tiens. Bah voilà, moi j'ai mis interview du Giant. Et Ok. ensuite j'ai mis, ah ben voilà, Buff contre DDP, merci de m'avoir écouté. Oui. Alors, première question, qu'est-ce qu'il avait DDP dans le bas du dos? Qu'est-ce qu'il avait dans le bas du dos, quoi? Un bandage, un truc comme ça? Je me rappelle même Bah non, plus. mais justement, il enlève le bandage et le bas du dos est extrêmement foncé, comme si c'était soit une ecchymose ou alors qu'il a fait un bain de glace jusqu'à ce niveau-là et que la peau était encore très rouge de brûlage. Ah écoute, là je ne m'y connais ni en ecchymose ni en bain de glace, donc je te laisse répondre à cette question. Ni en vision, parce que tu l'as pas vu apparemment. Bah ça m'a pas choqué, franchement non. Ah d'accord. Je sais pas, Bon, j'étais porté par ce match, que j'ai vraiment, particulièrement apprécié tu sais pourquoi? parce que la foule. Parce que la foule et parce que la magnifique tenue rouge écarlate de Buff qui contraste avec le magnifique bleu roi du ring. Non, mais c'est vrai. Alors là, c'est vrai que maintenant que tu le dis, toi qui est très attentif à tout ce qui est tenue, etc., C'est c'était un espèce inconscient. de paradis Oui, visuel ce show. c'est des choses que tu ne conceptualises pas de manière consciente, mais qui jouent sur ton enjoyment. Oui, oui, oui. Bah moi, je me suis fait cette réflexion sur Diamond Dallas Page qui passe à des tenues sérieuses. C'est vrai qu'avant, il avait des tenues roses, violettes, etc. Là, il a le noir bien brillant, etc. Je le trouve extrêmement, extrêmement cool En comme ça. vinyle, Oui, en vinyle, voilà, il a su trouver son look. Il est over comme les Beatles dans le match. au Buff garage Bagwell, Ichters. oui, Buff Bagwell est génial. Dans son rôle, c'est vraiment un excellent ajout. Et pour moi, si déjà tu faisais une NWE avec plein de monde, c'était vraiment le type de profil de Buff Bagwell que tu aurais dû y coller, tu vois. Parce que certes, il y a peut-être le débat de qu'est-ce qui vient foutre là, sachant que c'est que des anciens WWE. Mais je trouve que la NWO n'a pas élevé suffisamment d'autres gars. Et s'il y a bien un mec qui a été élevé par la NWO, c'est Buff Bagwell. On en oublie quasiment tout ce qu'il a fait avant, en fait. Tu dis Buff Bagwell, tu penses à NWO. Enfin, tu dis Bagwell, tu penses jamais à Marcus. Tu penses à Buff Bagwell, avec ses chapeaux à la NWO, etc. Là, je Complètement. trouve il est absolument parfait dans son rôle. Le match, c'est avec tout l'amour du monde que je dis ça. Je trouve qu'il a rien de spécial, mais ça marche de ouf. Oui, Et enfin, il a rien de spécial. Moi, quand je vois DDP, Buff Bagwell, je me dis, il y aura 3 ou 4 fois dans le match, il y aura un couac de placement, de trucs ou autre chose. Mhm. Et là, en fait, qui sont vraiment, pas des grosses erreurs, mais des petits couacs, mineurs comme ça qui te cassent dans ton pay-per-view. Alors que là, c'était fluide et propre du début à la fin. Il y a même eu des near fall où je m'étais dit: «Ah, c'est pas le Diamond Cutter, mais il y a moyen qu'il gagne sur ce powerbomb». Ah non! Donc c'était Oui, vraiment très bien fait. je me suis fait la réflexion sur les near falls, ça fait partie des notes. On est encore en 97, c'est un autre catch. Et dans les matchs hors main event, t'as quasiment jamais de near fall en fait, même en pay-per-view. Euh, Enfin, on n'est pas encore dans le code de la création d'excitation via dégagement dans le Mmh. catch en 1997.
Et là, j'ai trouvé qu'il y avait des near falls qui étaient extrêmement convaincantes. Je suis entièrement d'accord avec ça. Et ouais, non, le passage avec l'arbitre est génial, où tu as Buff Bagwell qui gueule auprès de l'arbitre qui le pousse, et Buff Bagwell qui tombe au sol, pop monumental, la foule à fond dedans. Et ouais, non, c'était un match de catch basique, extrêmement bien exécuté, propre, avec deux personnages qui fonctionnent, un heel qui est extrêmement heel que les gens détestent, un face qui est en pente ascendante, mais à une vitesse incroyable quand même. Ça allait vite, hein, Diamond Dallas Page quand même, je trouve. Euh, Franchement, c'est super. Le finish, qui est un non-finish, c'est celui qui m'a le moins saoulé du show. Je l'ai trouvé parfait, celui-là. Je sais pas ce que tu en as pensé. Mais donc, du coup, c'est Diamond Cutter. Il va Oui, il avoir gagne match clean, gagné. il se fait poursuivre et il se barre. Il va pas gagner, du coup. Il gagne pas? Si, non? Mais non. Ah, alors j'ai raté ça pendant que je prenais mes notes. Merde alors. Il met le Diamond Cutter. Et les autres arrivent et ils se barrent. Oui, c'est ça. Au Ah, moment du bah Diamond merde Cutter, tu as alors. la NWO qui arrive. Et là, Diamond Dallas Page, il n'est pas Sting, c'est-à-dire qu'il est doté d'un cerveau. Il se dit, bon là, ils sont 29 à arriver, je me casse. Et il leur fait un petit bisou à la CM Punk Vince McMahon dans le public. D'ailleurs, en se léchant la main à la Mickie James juste avant. Et là, oui, il perd le match. On s'en fout, c'est pas grave. Je préfère perdre que de me faire casser la gueule par la NWO. J'ai marqué mon point. J'allais battre Buff Bagwell. Tout le monde le sait, c'était visible. Je me casse. Je ne vais pas me prendre une rouste qui ne servira à rien. Et là, pas de finish. Enfin, un finish un peu étrange, mais cohérent en tout cas. Donc là, moi, ça m'allait très bien. Match pour le titre US entre Eddie Guerrero et Chris Jericho. Alors malheureusement, entre Six Malenko, les Luchadors, Rey Mysterio et DDP Buff, qui était presque le main event de ce mini-show de 4 matchs, et ben la foule, ça peut se comprendre, elle est fatiguée. Et Oui. je pense que c'est un des meilleurs matchs avec une foule qui n'en a rien à faire. Exactement. Mais ça en dit long aussi sur leur niveau à cette époque-là. C'est-à-dire que c'est déjà deux superbes catcheurs dans le ring, dans l'exécution des moves, dans la psychologie du truc et tout. Mais ce match-là, on a déjà eu ces discussions 1000 fois quand on a vu du catch en live, etc. C'est même très certainement dans ce qui se passe entre les corps le meilleur match du show. C'est très certainement celui qui crée le moins de réactions. Et à aucun moment, là on est au début de carrière de ces deux-là, les deux n'ont pas encore de personnages captivants. Il y a aucun moment où ils ont su capter l'attention de la foule ou susciter la moindre émotion, mais vraiment aucune émotion. C'est un match qui est magnifique, tout le monde s'en branle, et au-delà de s'en branler, et là c'est complètement nouveau, c'est même pas que la foule dort, c'est que la foule est hostile. Bah oui, il y a du boring, il y a du machin. Moi, à l'époque, ce match, je l'avais regardé hors contexte sur le DVD Vive la race. Ouais. Et Eddie Guerrero, oui, effectivement. Et c'est étonnant d'ailleurs qu'ils aient choisi ça. Oui, parce que quand je l'avais vu comme ça. C'est peut-être pour montrer la montée et les progrès effectués. Oui, mais il y avait d'autres exemples peut-être, mais ce match-là, quand je l'avais regardé, je m'étais dit, je vois pas pourquoi ils l'ont mis sur le DVD parce qu'il ne s'y passe rien. En tant qu'émotion, je veux dire. Bah, et il faisait vraiment tâche par rapport à tous les autres matchs du DVD. Là, remis dans le contexte, on comprend évidemment pourquoi, mais je sais pas quel est si c'est un manque d'adaptabilité de leur part, mais ils auraient très bien pu se dire bon, écoute, la foule, elle est pas là, faisons autre chose. Oui. Mais le double problème qui se pose pour eux, c'est que c'est face contre face. Donc tu peux pas avoir un mec, un des deux qui est heel, qui va se dire bon bah écoute, maintenant je vais faire que jouer avec la foule pour les réveiller, et puis après on coupe une partie de la hit et on revient un petit peu plus tard dans la trame qu'on a prévue. Même ça, ils pouvaient pas le faire, donc ils étaient au pied du mur. Et donc ouais, mais c'est malheureusement pas face contre un très gros match qui est passé au travers, quoi. C'est pas face contre face, DDP contre Macho Man, quoi. C'est vraiment face contre face. Chris Jericho lisse comme c'est pas permis contre Eddie Guerrero, lisse comme c'est pas permis. Donc ils ont pas cette connexion avec la foule et ils n'ont pas su la trouver via leur travail dans le ring. Donc je trouve que c'est intéressant et c'est peut-être certainement, enfin, je sais pas si c'est pour ça qu'il est dans le DVD d'Eddie Guerrero, mais c'est intéressant de voir à quel point
ces deux mecs-là, en fait, au final, 2, 3, 4 ans après, c'est des mecs, on se souvient de ces gars comme des mecs qui ont eu un lien extraordinaire avec le public. Et quand tu vois ce match-là en 1997, tu réalises à quel point ils ont été intelligents, parce que le niveau technique, ils l'ont toujours eu, mais à quel point ils ont su trouver ce qui leur manque complètement dans ce match-là, en fait. Donc c'est intéressant à regarder, de voir d'où ils partaient. Et quand tu vois Jericho maintenant, ou quand tu vois Eddie Guerrero dans sa bonne période WWE, même à la WCW, parce que très rapidement, quand même, Eddie Guerrero va vite se trouver. Oui, avant je parlais d'adaptabilité, je pense que c'est aussi, au-delà de l'adaptabilité, c'est un problème de ne pas s'être trouvé et donc de ne pas suffisamment avoir confiance dans Oui, son éventuelle adaptabilité. effectivement. Mais oui, donc du coup, oui, je pense que c'est un match à voir pour voir d'où ces mecs-là partent et à quel point c'est des dieux du catch, parce que il faut pas oublier, et c'est bien de se le rappeler en voyant ce genre de show, qu'ils partaient vraiment de zéro, où la foule s'en branlait complètement d'eux, que c'était deux babyface sans aucun, pas sans charisme, mais en tout cas sans possibilité de le démontrer, et que c'est devenu des plus grandes superstars de l'histoire. Donc oui, on parle du Rock, on parle de Austin qui partait de loin, etc. N'oublions pas ce type de catcheurs-là qui ont su quand même évoluer à la vitesse de la lumière. Tout à fait. Donc oui, et en plus, alors là, pareil, ça souffre du fait que ce soit deux gentils très, très polissés, là. Le câlin final de genre, respect quand même, si ça vient pas mettre le dernier clou du cercueil, franchement chiant, quoi. Difficile. Victoire de Diao. Crucifix pin. Oui. On s'en fout, Match hein. C'est ça, c'est terrible, c'est qu'on parle, on s'en fout, hein, mais vraiment. Oui, Il y a pourtant, oui, bien un match dont on s'en branle du résultat, c'est celui-là. Et oui, quand tu connais la carrière des deux, c'est rigolo de se dire ça. match triangle par équipe, Faces of Fear, Harlem Heat, Public Enemy, avec la foule qui est encore un chouïa timide, mais grâce au Harlem Heat, elle se réveille énormément. Et moi, j'ai été réveillé par Bobby Heenan, qui dit que les Faces of Fear vivent dans les arbres. Bah oui, bah écoute, voilà. Ils ont mangé la noix de coco juste avant de venir. Ouais. Moi, je suis très fan de ces matchs triangles par équipe de la WCW. Et ben moi, je me souviens à l'époque quand ils en parlaient sur Canal+, je me disais: «Putain, un match triangle, qu'est-ce que ça peut être?» Alors que nous, on avait déjà eu SummerSlam 96, 4 équipes, mais Oui. mais ça m'excitait quand même énormément, d'autant plus qu'on ne pouvait pas l'avoir à Nitro ou autre. Mais j'aime beaucoup le concept, j'aime beaucoup le bordel, mais ce qui m'empêche malheureusement d'enjoyer un petit peu le truc, et je sais pas si c'est une vision entre guillemets d'ancien worker ou autre, c'est que je me sens étriqué, comment dire, de manière empathique, Ouais. parce que je me dis putain, j'ai pas la place dans ce ring là. Et ça Oui, me, et oui. ça, et ça me stresse comme quand je vois un mec qui marche dans la rue avec un jean slim et une bosse comme ça, parce qu'il a un énorme portefeuille. Je me dis, mais quel inconfort horrible. Et j'ai un petit peu ce même sentiment quand je les vois essayer de faire des trucs où ça bouge, mais ils peuvent pas bouger parce qu'au bout de un pas et demi, ils sont déjà dans les cordes. Abonnez-vous à La Clinique, la chaîne où on compare des matchs triangles à la WCW à un jean slim et un portefeuille dans la poche. Oui, mais pas Franchement, n'importe une quoi. analogie et c'est ça qui est extraordinaire et qui souligne toute ta greatness, parce Non, mais je on parle n'en bien met du pas assez portefeuille Oui, oui. qui bulge, genre, quoi. Oui, Le non, mais mec, il tout a à toute fait. sa vie dedans, quoi. Mais c'est là que tu es quelqu'un d'extraordinaire, et il faut quand même le signaler de temps en temps. C'est que cette analogie est tout à fait intelligente. On comprend parfaitement ce que tu veux dire, et je suis pas du tout ironique. Donc oui, moi j'ai beaucoup aimé. Alors j'ai pas remarqué ton je sais pas quoi là sur Diamond Dallas Page, mais par contre j'ai remarqué que Rock il est chauve, hein. Oui, en même temps, la caméra, elle se met ici, tu vois. Donc si tu l'avais pas vu, Ouais, mais alors Rock chauve, franchement ça perd une partie du charme, hein, quand même. Parce qu'on l'aime bien quand même avec sa coupe de cheveux de Monica à la Barbade. Ouais.
Moi, je trouve qu'il perd un peu, de son charisme. Bon, voilà, hein, c'est fun. Les Faces of Fear, ce sont des trésors nationaux. Hein. Alors, je sais pas si, vu qu'ils vivent dans les arbres, je sais pas si Dans c'est, quel pays, quoi? voilà. Non, mais franchement, ils sont. Moi, j'en peux plus du barbare. Hein. Ça ne va jamais changer. Hein. Ça ne va jamais Mhm. changer. Ming a la coupe de cheveux de Rockorock, là, justement. Ils se sont échangés les cheveux. C'est ça. Non, bah, le match est très cool, oui, mais c'est un concept qu'il est impossible d'exploiter correctement dans un ring aussi petit. Je C'est suis ça, d'accord et avec toi. c'est voilà, Mais c'est c'est le l'éternel défaut problème de la de ce qui est cool. WCW. C'est éternel problème de la WCW. Le finish, c'est... D'ailleurs, ça m'a fait rire parce que je crois que c'est Rockorock qui fait un moonsault en mode Shawn Michaels Undertaker, là. Mhm. Moonsault capté par le barbare. Et il est en position de Styles Clash, quoi. Et j'étais là, genre devant lui, je me dis, putain, il va lui mettre un Styles Clash parce qu'il essaye de lui mettre le Styles Clash. Pour de vrai. Tu vois qu'il essaye avec la jambe de passer par-dessus le bras. Je me suis dit, s'il y a Styles Clash du barbare à Super Brawl 7, moi, je pète un plomb. Et du coup, bah, il n'y a pas. Il y a tease de Styles Clash et c'est là que Johnny Grunch fait je sais pas quel move de la troisième corde pour gagner le match. Et on ne nous l'a jamais dit, je crois, mais c'était pour être number one contender, ce truc. On l'apprend à la fin, je crois. Hein. Oui, bah après, tu sais, WCW, hein. Voilà, donc Public Enemy, number one contender au titre des Outsiders. Vas-y. Ouais, ça va être pas mal. Pourquoi pas. Le Double J classico contre de la Mango. chiasse. Le classico de la chiasse. Si Double J arrive à gagner le match, il aura sa place dans les Four Horsemen. Alors, ce qui est bizarre, c'est que, enfin, bizarre en positif, hein, c'est qu'à ce moment-là du show, je me dis: «C'est pas essentiellement différent de Nitro», je veux dire, c'est les mêmes mecs. Oui. Par contre, effectivement, en pay-per-view, quand même, les matchs durent au moins 2 fois plus longtemps que lors de Nitro. Donc c'est ça Oui. vraiment qui change. Oui. Mais à chaque match qui s'enchaîne, quand celui-ci commence, je me dis: «Ouais, punaise, c'est chargé ce pay-per-view, quoi». Parce que, voilà. Et moi, je suis toujours dedans, et en plus, on a la magnifique Debra qui regarde la caméra et qui fait: «Ah! Je sais pas qui aider aujourd'hui». Donc Oui, moi, oui, j'ai oui, envie de oui. dire, s'il y a ton mari et un autre mec et que tu sais pas qui favoriser, j'ai envie de dire qu'il y a péril dans la demeure quand même. Oui, oui, c'est ça, là, de douter déjà dans cette situation, c'est plutôt inquiétant. Comme tu l'as justement dit avant, et je me suis fait la même réflexion, Debra, nouvelle dans le catch depuis 6 mois, est la seule capable de réaliser un finish correct. C'est-à-dire que son jet de mallette en mode mariage bouquet de fleurs, là, Mmh. C'est exactement ça. il est absolument parfait, Donc je suis Debra, j'ai la mallette. qui est demandé par ton mari. C'est-à-dire que Mongo veut la mallette. Debra, elle Oui. refuse. Derrière moi, dans le ring, il y a 2 catcheurs avec Mongo proche de moi, Oui. et tout au fond du ring, Jeff Jarrett. Mhm. Donc il faut que cette mallette, alors je pense qu'elle est quand même très légère, Oui. c'est pour ça aussi qu'elle fait du bruit bien creux, et cetera, mais quand même, Debra qui a moins de force, et cetera, il faut quand même qu'elle s'emploie pour pouvoir la jeter suffisamment haut et suffisamment loin et suffisamment droit pour qu'elle passe par-dessus la troisième corde, par-dessus mon mari, et qu'elle continue, et qu'elle virevolte, et qu'elle arrive dans les mains de Jeff Jarrett, qui ne bouge pas et qui récupère la mallette comme ça. Comme Ryan dans l'épisode de The Office, où il y a le jet de fleurs de Kelly, là. Et oui, voilà. Non, mais elle lui arrive parfaitement dessus. C'est Eddie Guerrero rate son finish, Macho Man, Hogan, Piper Non, rate non, leur non, non, finish. non, non, non. N'importe Oui. qui de la Rate. WCW. Pas besoin Les d'énumérer. Harlemites ont passé 1 an à foirer leur finish. Debra, elle N'importe arrive. quel catcheur de la WCW à qui tu donnes ce finish, Ouais, la mallette, les mecs finissent en procès parce que la mallette tombe dans le public. ouais. Debra, impeccable, meuf. Perfection du lancer de mallette. Jeux olympiques du lancer de mallette. Coup de mallette, médaille d'or.
Jeff Ouais. Jarrett gagne et rejoint les Horsemen. Et maintenant, les commentateurs se disent, est-ce que les Horsemen sont 5? Est-ce que les Four Horsemen sont 5? Eh ben, j'ai bien peur que oui, mon coco. Donc, j'en suis pas extrêmement content, mais je trouve que c'est marrant de voir que c'est Mongo, Mike Michael et Debra, c'est-à-dire les deux plus novices du roster, qui arrivent à mettre en scène le finish le plus cohérent, le plus réussi de tout le pay-per-view. Le seul finish correctement exécuté depuis le 4 septembre 95. Ouais, eh ben ouais, voilà, c'est la chance du débutant ou la merde des vétérans, je ne sais pas. Mais en tout cas, on n'en a pas fini. Jeff Jarrett, après quand même des mois de storyline, Jeff Jarrett est un horseman, c'est officiel. On a hâte de voir le tour de table de prise de parole à Nitro. Match de la mort de San Francisco. Chris Benoit contre Kevin Sullivan avec Nancy et Jacqueline qui sont reliés par une strap. Oui. Attachées entre elles. Il y a quoi? Il y a 2 matchs un peu en simultané. C'est ça. Alors la foule, elle est survoltée. Elle est survoltée. L'autre, il revient avec ses peintures du donjon, enfin ses tenues du donjon, tu comprends plus rien. Le donjon existe-t-il? C'est pour moi le vrai mystère à la WCW. Y a-t-il un donjon? Je ne sais plus. On ne sait pas. Je ne sais plus. Oui, bah c'était vachement bien. Et la haine de la vraie vie est quand même vraiment retranscrite, je trouve. Enfin, tu sens que ces deux mecs s'aiment pas. Évidemment que c'est très documenté, mais ça se voit. Et donc, du coup, il y a une intensité, il y a quelque chose de très réel dans ces bagarres qui fonctionne, en fait. On avait vu leur match, je sais plus quoi, à Great American Bash. Alors c'était Great American Bash et l'autre, Avec les il portes me des toilettes. semble que c'était Starrcade. Oui, non, mais je parle du premier avec la porte des toilettes où Oui. j'avais adoré ce match et c'est un match qui est connu dans l'histoire pour être, enfin qui est reconnu dans l'histoire pour être plutôt bon. Là, c'est pareil en fait, ça marche entre eux deux. Quand ils ferment leur gueule et qu'ils font pas des promos, ils sont capables de créer une certaine magie. Il y a une vraie alchimie entre Chris Benoit et Kevin Sullivan dans le ring. Et en bonus, Jacqueline qui tabasse Nancy, c'est over comme c'est pas possible. Oui. Jusqu'à ce que la courroie s'arrête, enfin se rompt, ou qu'elle Oui, se très rapidement détache. dans le ring, très rapidement d'ailleurs, hein. Elle se détache immédiatement quasiment. Oui, tout à fait. Et Pendaison donc de là, Chris Benoit, pensez à Dimby. Pendaison de Chris Benoit assez violente, enfin assez brutale à regarder, hein. Je la trouve plutôt bien réalisée. Pendaison via strap par-dessus la troisième corde. alors Tu vois. on ne t'entend plus via micro. Ah, Non, attends. non, mais je veux dire, tu mimes loin du micro. Donc, Ah, pardon. Oui, on pendaison via strap par-dessus la troisième corde. Jacqueline met un coup dans les couilles à Benoît à ce moment-là. Ça illustre bien la haine et l'animosité entre les deux équipes. Traditionnelle visite des locaux entre Kevin Sullivan et Chris Benoit. c'est ça. Pareil, j'ai trouvé que c'était au bon moment du show. Enfin, toi et moi, même avec Alain, on le dit souvent, on n'aime pas trop les bagarres dans la foule. Mais là, en plein milieu de show, dans un show quand même assez dense, j'ai trouvé que c'était une bonne petite pause. C'était agréable. Très, très cool. Le finish, tu veux nous en parler? Ah ben oui, alors le match était beaucoup plus excitant que leurs incartades précédentes, j'ai trouvé, à Great American Bash. Et puis c'est vrai que la foule était survoltée à cause des nanas qui se cassent la gueule, même si tu montres ce match à quelqu'un qui n'est pas fan de catch, il va te dire pourquoi est-ce qu'elles font semblant d'être attachées alors qu'elles ne sont plus attachées. C'est-à-dire qu'elles sont plus attachées, mais elles tiennent chacune la courroie, genre je suis attaché, mais tu n'es pas attaché. Donc ça c'était, il y avait un côté un peu, comment dire, on fait l'impasse si on est fan de catch uniquement, mais c'est vrai que oui, ça, quand ça revient dans le ring, ça booste, ça part dans tous les sens. Celui-ci, je l'ai beaucoup aimé. J'attends de voir celui de Bachat de Beach 97 pour voir lequel j'ai préféré dans ce quatuor de deathmatch, False Count Anywhere et compagnie. Et donc le finish, malheureusement, Kevin Sullivan sur la table, Jacqueline
sur Veulent Kevin protéger. Sullivan. Chris Benoit monte sur la 3e corde, il saute et la table ne bronche pas d'un iota. Et on fait quand même le finish après. J'ai trouvé ça extrêmement dommage, pas parce que les mecs ils ont pas refait je sais pas quoi, parce que ça aurait été un finish. Enfin, dans l'idée, c'est un finish génial qui conclut un très bon match et qui aurait rendu le truc presque inoubliable. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Oui, parce que du coup, on le comprend plus tard. Ce qu'ils ont voulu faire, c'est qu'en fait, normalement, la table, elle pète et tout le monde est mort, en fait. C'est Et ça. là, vu que la table pète pas, ben, il faut que en gros, Benoît devait tomber sur Kevin Sullivan et Jacqueline et donc, en étant KO, les couvrir. Mais Mmh. là, vu que la table pète pas, il y a pas ça. Et donc, du coup, ça nique un peu ce qu'ils essayaient de faire, à savoir que tout le monde est KO, parce que Chris Benoit est obligé de se relever pour faire le tomber. C'est Et donc, ça. vu qu'il vient de se relever, bah, tu sais bien qu'il est pas KO, ou en tout cas moins que ce qu'on essayait de te faire croire. Donc, ça casse un peu le truc parce qu'après, il y a l'ambulance, etc. Alors qu'effectivement, si tu es pas fan de catch, par exemple, tu peux dire non seulement les nanas ne sont pas attachées, mais aussi Chris Benoit, il est pas KO, il vient de se lever pour couvrir. Oui, Donc, c'est parce vrai que qu'après il y ça. a évacuation générale. Évacuation générale, ambulance, civière pour tout le monde, Minerve, etc., etc. Évacuation générale, comme tu le dis. C'est dommage, mais franchement, ça, on leur tient pas rigueur, je trouve. Je trouve que c'était vraiment chouette. Vraiment un bon match. Et si on m'avait dit que Jacqueline allait devenir le catalyste pour vraiment créer des choses cool dans une story entre Chris Benoit et Kevin Sullivan, j'aurais bien rigolé. Exactement, la Parce que même. c'est quand même Jacqueline qui crée l'excitation dans tous les segments, quoi. Ouais. Donc voilà. Le géant seul contre les outsiders pour les titres par équipe. On nous rappelle que le géant a 25 ans. Waouh, 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 waouh. C'est dur ça quand même. On n'a pas la Ouais. même vie, hein, comme disait Medine. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce match? Alors, pas grand-chose, mais bon, C'est c'est cool. oui, oui, non, 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 oui, non, Ah je veux dire, oui. à décrire, on va pas faire du play by play et cetera. Mais il y a quand même 2 moments qui sortent du lot. J'ai une photo que de l'un des 2, c'est qu'il y a un drop kick Du... gigantesque du Mais Giant sur Kevin Nash. mon Dieu, oh, putain, elle est incroyable la photo. Mon Dieu. T'as l'impression que c'est un montage de genre le géant qui fait des pompes et que t'as découpé pour le mettre en l'air, tu vois. Oui. Elle est Donc il y a incroyable. Le ça dropkick, il est improbable. Regardez ce et match. moi, dans ma tête, les powerbombs de Kevin Nash sur comment il s'appelle? Sur, le Big Show, Ça finit mal, sauf aujourd'hui. ça finit mal, sauf aujourd'hui, il le soulève comme une plume, hein. Oui, oui, oui. Non, non, Donc, c'est impressionnant, hein. big up aux 2 mecs quand même, hein. Mais je suis entièrement d'accord avec toi et j'ai marqué dans mes notes Cesaro parce que tu sais où je veux en venir. Il le soulève comme une plume, pratiquement trop facilement, et tu n'as pas l'impression de voir un truc incroyable tellement il le fait facilement. Et c'est exactement ce que s'est passé avec Cesaro dans la bataille royale de WrestleMania 30. Ah non, 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 parce que nous y étions avec Ishtu. Non, mais oui, moi, c'est un moment extraordinaire. C'est un des moments de WrestleMania 30. Je suis d'accord avec toi. Mais je trouve que s'il avait encore plus joué, mais là, il aurait dû le jouer. Normalement, je me perds un peu normalement. Normalement, si tu soulèves le Big Show, tu dois, par définition, souffrir. Mais Cesaro, il aurait dû jouer la douleur et la. Et en fait, c'est tellement simple pour lui de le faire que je trouve que ça aurait pu être encore plus incroyable que ce que ça a été, à savoir un des moments incroyables de WrestleMania 30, qui est un des meilleurs WrestleMania. C'est tellement facile que je trouve que avec un peu plus de douleur, avec un peu plus de je me tiens le dos, machin, ça aurait été encore plus ouf. Et là, je trouvais que c'était un peu pareil. Tu te dis, putain, le mec, il y arrive tellement facilement que ça n'a pas l'air d'être un exploit, même si tu le sais que c'en est un. Oui. Alors Tu vois ce que je veux, comme tout tu à dirais. fait, mais je vois ce que tu veux dire, mais je vais amener mes 2 centimes de worker. Vas-y. Sur ces moves-là, quand tu dois manipuler le Big Show ou, le Giant, c'est honnêtement impossible de worker le truc. Mhm. Soit tu le portes, soit tu le portes pas, mais tu peux pas le porter en workant. Tu peux le faire sur Humorus,
Oui. Tu peux maîtriser le mouvement en te disant: «Je soulève, mais putain, c'est dur». Mais si tu veux soulever le Big Show, tu es obligé de le soulever. Tu peux Alors déjà qu'à WrestleMania 30, il l'a quand même tenu 3 secondes, ce qui est une éternité. Genre, je le tiens et je le jette, c'est ça qui a créé la pop absolument assourdissante de la foule. Mais tu ne peux pas le tenir, tu peux pas faire comment dire? Tu peux pas faire un mouvement lent, tu peux Oui, pas oui, le oui. vendre pendant, tu es obligé de faire ton truc. Donc on voudrait, mais physiquement, c'est malheureusement pas possible. J'entends, hein, je t'ai dit, c'est pas un reproche, c'est juste, moi je le vois aussi dans le basket, notamment maintenant, les gars ont des capacités athlétiques tellement incroyables que Touche. tu fais glacier. Ils ont des capacités athlétiques tellement incroyables que des fois ils réalisent des trucs qui sont des véritables prouesses, mais sauf qu'ils le font avec tellement peu d'efforts que tu ne réalises pas forcément et que je trouve que ça diminue un peu l'impact. Si c'était du bout des doigts, machin, paradoxalement, ce serait plus impressionnant parce que tu te dis, wow, putain, c'est limite tellement c'est impossible à faire. Et quand ils le réalisent de manière très facile, je trouve que ça démystifie un peu le moment et c'est quelque chose que j'ai vraiment avec Cesaro. Mais par contre, je dis pas que c'est pas un moment incroyable de l'histoire. C'est Oui, le oui. moment de la carrière de Cesaro avant qu'il gagne le Royal Rumble. On le dit le 23 février. Oui. Bah, oui, parce on enregistre le 29 Cesaro va janvier. gagner le Royal Rumble. Il a gagné le Dans deux Royal Rumble, que dis-je? Dans 2 jours, dans 2 jours. Moi, je sais pas, je regarde plus de catch. Enfin si, je regarde du catch, mais je regarde plus la WWE de 2020. T1. Punaise. Oui, non, mais c'était, non, non, tout était chouette dans ce match et donc après, il y a, ton pote, Lex Luger qui arrive. Il veut venir, on connaît un peu, hein, on connaît la WCW là. Toi, c'était la semaine dernière avec William Regal et Prince Iokea. On connaît un peu, c'est-à-dire que là, il veut arriver, il veut intervenir dans le match. Bischoff arrive, il l'en empêche. Et là, Lex Luger le dégage. L'emphase est bien mise au niveau de la caméra. Il a poussé Eric Bischoff dans les barrières. Et tu te dis, ah, vas-y, c'est bon, vas-y, ta gueule. Tout ce qui va C'est ce que arriver, j'ai écrit. Moi, j'ai tout ce mis: qui «Va va faire ton arriver, rack ça à compte pas. torture, va gagner le Vas-y. match et va te faire renverser la décision». C'est ça. C'est que maintenant, tu peux mettre le gif, là, tu l'as toujours. Tu nous la fais pas, tu vois. Genre, c'est bon, on a compris votre système. Voilà, exactement. On a compris votre système. Et là, je me suis dit, ah, fais chier, putain. Tout ce qui va arriver dans les 5 prochaines minutes, on s'en branle. Mais Oui, ça n'empêche pas que ça n'empêche pas que ça soit la folie et que du coup, tu rentres quand même dedans. mais ça n'arrive pas aujourd'hui. Ce sera probablement Oui, pour demain Nitro, le renversement je de t'avoue que je sais pas quand est-ce que ça arrive, mais ça va certainement arriver. Euh, donc, du coup, il arrive, il fait le tag. Le tag, c'est plus qu'un hot tag, hein, c'est un molten tag. Folie, 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 folie. Torture rack. Et ce que j'aime bien, c'est que quand même, pour nous contredire un petit peu, eux aussi font partie de la WCW. Et ce que j'aime bien, c'est que donc Lex Luger gagne le match avec abandon de Kevin Nash. Mais ce que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé, c'est qu'il dit, attends, pour pour être être sûr. sûr. Et ça, franchement, c'est drôle parce qu'ils ont eux-mêmes conscience de vivre dans un monde de merde avec un booking tordu. On va couvrir tous nos arrières, fait quand même le chokeslam sur Scott Hall et couvre le 1, 2, 3 pour qu'on ait couvert les deux, pour pas qu'ils puissent nous dire ouais, t'as piné le mauvais ou je sais pas quoi. Ou alors c'est On va... Luger, c'est pas Ouais, le ouais. bon qui a gagné le match, il était pas Oui, autorisé. exactement, exactement. Donc, ils ont quand même le côté t'inquiète, mais ils vont quand même se faire baiser le lendemain. Tu peux mettre un baiser au metteur si tu veux. Ça m'a fait sourire parce que j'aime bien l'idée. Déjà, Diamond Dallas Page, dans le début du show, j'ai trouvé que c'était drôle pendant son interview et ça m'a procuré un peu le même sentiment de même les mecs WCW savent qu'ils sont à la WCW. Monde de merde. Et ça, j'aime beaucoup. Donc ouais, c'était super cool, une vraie bonne surprise. Moi tu m'avais dit handicap match Outsiders Big Show. J'étais pas très excité, hein, alors que vraiment c'était une vraie bonne surprise. Ça a bien donné, Ouais, le comme booking était suffisamment bien foutu pour que tout le monde brille. La NWO, je trouve qu'elle a été géniale, enfin les Outsiders sont géniaux dedans. Le géant brille de ouf. Super, super, super ce show. En fait, putain, rien qu'en le refaisant là, en le reviewant, il est vraiment bien, hein. C'était quoi le match de Starrcade, Luger contre je sais pas qui? Où il y avait une pop, incroyable? Allez, je vais chercher pendant que tu nous fais l'intro du main event. Mon Dieu. Bon,
Ouais, bah là, il y a à dire. Là. Bon, Hogan entre en premier. On n'aime pas, mais c'est justifié par les commentateurs. Ah ben voilà, Avec... c'était Luger Giant, Starcade. Non, mais vas-y, abonnez-vous, hein, on connaît notre catch. Hein. Abonnez-vous, on regarde trop de catch pour me... Et encore, moi, je regarde le ECW d'Ajus en plus. Ouais, oui, bah oui, putain, c'est dur, hein, c'est dur. Faut que je vienne là sur une émission bientôt, là. Faut que je vienne pour faire de la ECW une fois, là, ça pourrait être drôle. Oui, il entre en premier. Inan nous dit que c'est pour se pavaner de manière un peu plus longue, donc ça tient, c'est justifié. Piper arrive comme un homme fou. Et moi, j'aurais souhaité que ça soit comme ça pendant tout le match, parce que là, au début, tu vois que Piper est... C'était un peu le concept du Monster Ball là, que la TNA avait fait à l'époque, non? C'est ça? Ou les trucs avec Abyss, là? Aucun souvenir de ça. Je regardais pas de toute façon, donc je sais pas. Non, moi non plus, mais c'était ça le concept du Monster Ball. C'était que les participants étaient enfermés une semaine avant Ah pour bon? que du coup, Non, mais pour de vrai. Ah, sérieux? Bah oui, bah je crois. Allez, on va Enfin, faire une petite bah oui, il me recherche. semble. Quand il y avait des Abyss contre Sabu et tout machin, là, ou Abyss contre Jeff Hardy, le Monster Ball, pour moi, c'était enfermement d'une semaine avant le match pour qu'il y ait la rage qui ressorte au moment où ils sont libérés. Alors, la stipulation... Alors, the key premise of the match était que tous les contenders sont séquestrés seuls dans une locked room without light, food or water. Ah non, pour 24 heures. Ah! Et 24 Ah heures merde, avant le match. pardon. La stipulation, extreme feelings of aggression, blablabla. Une fois libérés, les catcheurs se battent 1 contre 1 dans un match sans disqualification avec l'utilisation de weapons encouraged. Ah, encouragé, bah oui. Vous êtes pas obligés, mais au cas où, on a mis des armes. Et oh la vache, t'es sérieux? Quoi? C'était vraiment ça. Combien il y a eu de Monsters Ball match dans l'histoire de la TNA d'après toi? Il y en a eu plein. Il y en a eu 14. Multiplié par 3. Quoi? Ça fait 42. Eh bien, c'est encore en dessous. Il y en a eu 51. Alors ça, c'est la meilleure nouvelle de ce 51 Monster Ball. Voilà. Waouh. Ah ouais, bah on a dû arrêter de... Enfin ouais. On a dû arrêter. J'ai jamais regardé vraiment, mais il y a des moments où je suivais un peu quand même ce qui se passait. Je pense qu'on a dû vite arrêter de le faire. Entre le 7 novembre 2004 et le quoi? Et le 7 juillet 2019. Moi, j'ai une autre question comme ça, là, parce qu'on ne nous l'a jamais expliqué. Et, en voyant Piper qui est fou, je me dis pourquoi est-il fou? Car la dernière fois que je l'ai vu, il était à Alcatraz, on est d'accord? Et l'avant-dernière fois que je l'ai vu, il venait avec son fils. Genre bon père de famille, etc. Oui. Donc, où s'est opérée la bascule? Comment s'est opérée la bascule? Quand s'est opérée la bascule? Entre bon père de famille et fou t-shirt déchiré en kilt à Alcatraz. Je n'ai pas la réponse à ma question, quoi. Tu n'as pas d'accès. Le début de match est cool. Moi, j'ai trouvé que c'était chouette avec low blow, étranglement par le t-shirt, morsure. C'est violent, c'est la branlée pour Hogan. La foule aime beaucoup. Et à partir du moment où il y a des interventions de la NWO, je crois que c'est Wall Street là qui arrive en premier, le rythme ralentit de dingue sur la phase de contrôle de Hogan. Oui. Et là, toute l'excitation de Alcatraz et de ça va être la guerre. Et ben en fait, c'est plus du tout la guerre, c'est juste des slippers, des trucs assez lents, des doigts dans les yeux. Enfin, il n'y a plus aucune animosité à partir du moment où Hogan prend le contrôle. Et même si c'est pas très long comme match, j'ai trouvé que c'était pas intéressant pendant la deuxième partie, même si ça implique que 5 minutes. On s'en fout du match. Ce qui compte, c'est la fin. Mais c'est ça. Donc Sting et Macho Man arrivent. On est dans la situation inverse de Nitro, où Macho Man avait conseillé à Sting de ne pas aller. Là, c'est Sting qui conseille à Macho Man de ne pas y aller. Mais Macho Man, il va quand même. Mais Macho Man, il va quand même. Et déjà là. Pour observer. Déjà là, tu peux te dire, mec, ça sent pas bon ta merde, parce que tu m'as déconseillé d'y aller, mais toi, tu y vas. Et donc là, Sting,
Ne se dit pas, ça sent pas bon. Ta merde. Il se dit, tiens, d'accord, très bien, je vais rentrer chez moi. Oui, mais alors là, tu vois, est-ce Il qu'on part, est capable... Sting part pour ne plus, j'insiste, pour ne plus être jamais visible dans ce show. On est d'accord, mais est-on capable réellement d'analyser cette situation en contexte d'époque sans savoir ce qui va se passer? Parce que, très objectivement, tu peux très bien te dire, Sting aurait pu être NWO, Macho Man aurait zioté le match, et finalement, il fait un face turn en frappant Hogan, qui aurait ensuite engendré le retour de Sting en disant: oh bah putain, alors maintenant je suis vraiment NWO et je casse la gueule du Macho Man et de Piper. Tout à fait. Entièrement d'accord. Que à ce moment-là, on ne sache pas de quel côté ça allait pencher, etc. Entièrement d'accord. Mais dans cette espèce de phase de doute généralisée, tu rentres pas chez toi. Tu restes là. Bah, si tu es Sting ne encore... revient plus jamais. Oui, mais si tu es... Ah, tu veux dire pour sauver... Oui, bah alors ça veut dire que... Tu restes dans les parages, t'es Sting. Non, Ça pas forcément. chauffe. Parce que pour 2 raisons. La première, soit tu es tangent et tu te dis: «Bon, je pars parce que je ne sais pas. Je ne sais toujours pas. Je pars parce que j'ai rien à apporter à la situation». Ou numéro 2, Mais si je ne reviens pas après ce qui s'est passé, le heel turn du Macho Man, ça veut dire que on maintient le doute au-dessus de Sting qui ne revient pas parce que peut-être qu'il a pas encore fait son choix et qu'il se dit: «Bah, je vais peut-être pas lui casser la gueule parce que je vais peut-être le rejoindre, demain, la semaine prochaine ou bientôt». vu tout ce qu'on a vu, non. Vu tout ce qu'on a vu, non. Si. J'ai du mal, moi. J'ai du mal. Mais bon, on va d'abord parler du finish parce que c'est ton Alors, coup de gueule je de peux en parler début. parce que, voilà. Je sens que ça te ronge. Oui, oui, it's ranging. It's ranging. Donc, sleeper de... Donc, moi, je regarde ce pay-per-view, je sais que Hogan est champion jusqu'à Starrcade. Mhm, Et ce match est pour le titre. mhm. Sleeper de Piper. Qui fait Sur suite le à un Bear Hug of Doom de 9 minutes de Hulk Hogan. sleeper de Piper. Je suis Hogan. Je suis dans le ring. Je m'approche des cordes, mais pas spécialement. Oui. Oui, tu es milieu, tendance. Tu es modem. Tu es Ah, milieu, tendance droite. je suis le Hitler de la corde. Je, je tente, mais j'arrive pas vraiment, tu vois. Oui, tu es au milieu du ring, tendance. Tendance Tendance. corde. Tendance. Ouais, tendance corde lointaine. Tu es le modem du catch. 3 fois, je m'endors, la C'est putain cloche. de fini. C'est fini. C'est fini. L'arbitre fait 3, cloche. Ouais. Moi, Yann Colby, devant ma télé, je me fais: «Putain! Piper avait regagné la ceinture pour un soir», parce que là, dans ma tête, je me dis: «Il perd demain à Nitro». Putain au metteur. Putain au metteur. Oui, pareil. Ensuite, Moi, je me suis dit pire que ça. ah putain. Oh, vas-y. Moi, je me suis dit pire que ça. Je me suis dit, mais c'est quand le heel turn de Macho Man alors? J'étais persuadé que c'était à Super Bowl 7. Bah, Et moi, donc, j'étais vraiment confus. Je me dis, mais c'était pas là le finish où Macho il pète tout? moi, Et je ne donc, en l'avais fait, pas j'étais vu. encore plus perturbé. Je ne l'avais pas en tête et je recherchais le moment où il avait fait son heel turn sans qu'on le voit à Canal+, parce que la première fois qu'on le voit à Canal+, Oui, oui. il est NWO. Mais par Et donc, définition, la fin de Uncensored, on en avait déjà parlé, c'est une de mes fins préférées, c'est vraiment un moment que je connais par cœur. Et là, il y a évidemment déjà le Macho Man. Et donc, je me suis rappelé que le Macho ne tournait pas à Nitro. Donc, pour moi, c'était certain que c'était Super Brawl. Mais là, ils ont complètement annihilé tout ce qui pouvait rester de mon cerveau parce que je me dis, mais je ne comprends plus rien. Piper gagne ce match, déjà aucune idée, mais j'étais persuadé que Macho allait faire son heel turn. Donc, je suis complètement en phase de confusion. donc là, administrativement, comme j'aime bien dire, le match est terminé. Sans aucun doute. La cloche a sonné. L'arbitre a signifié la fin du match et a signifié au timekeeper et tout le bordel que c'est la fin du match. En plus, l'arbitre était quand même à côté de l'action qui se déroulait assez loin des cordes.
Alors, le seul Oui. truc, c'est que j'ai pas fait ralenti pour revoir cette chiasse et peut-être qu'il faudrait que je le fasse maintenant pendant que je sais pas, on verra. Mais, donc à ce moment-là, le machoman arrive et il glisse de manière, alors soit c'est très discret, c'est censé être très discret et ça ne l'est pas, Oui. soit c'est Oui. censé être, flag Et ça et ne l'est c'est pas trop non plus. discret. Voilà. Donc dans les 2 cas, c'est de la merde. Il donne le coup de poing américain à Hogan et là je me dis: «Bon bah voilà, ils vont casser la gueule de Piper, ils vont gang up sur Piper, aujourd'hui et ils vont dire, rematch demain» et ils récupèrent la ceinture. Coup de poing sur Piper. Ensuite, je ne sais plus, mais ça n'importe pas, je sais plus s'il y a leg drop ou pas, Non? donc c'est coup de poing. Ouais, ouais. Victoire? Hogan se met sur, Piper, l'arbitre compte 1, 2, 3 et fin du match, qui était déjà terminé. Ouais, ouais, ouais. Donc là, Et au moment où il y a le tombé, Schiavone hurle, «Restart, restart, restart, c'est reparti». Mais de quel droit? Comment? Pourquoi? Trop de questions. je pense que les et là, c'est la catastrophe d'exécution, c'est que Schiavone, il avait la trame du match, c'est-à-dire victoire, mais on restart parce que trop près des cordes. Pendant qu'on restart, Macho Man donne le coup de poing américain et ensuite on fait la vraie fin. Mmh. C'était effectivement prévu comme ça. Sauf que ça n'a pas été fait. Ça n'a Pourquoi vraiment est-ce que pas été c'est fait. dur, Dimitri? Pourquoi est-ce que c'est dur? Et vous tous qui nous regardez avec patience là, en quoi c'est dur, sachant que c'est le scénario de ton main event de pay-per-view, que l'arbitre dise: «Ah non, 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 excuse-moi, j'ai mal vu». Il aurait fallu impliquer des bras. Putain, des bras arbitre, alors là, je peux te dire que tout va bien. Putain, Ometer! Et tu es en train de me dépasser, hein. Je suis à 4 et tu étais à 5 la semaine dernière, donc ça va. Bon, mais ça va. Je pense que ton coup de gueule peut encore en déclencher un avant la fin de cette émission. Oh oui, il y a moyen, il y a moyen. Moi, ce qui m'a énervé, Tiens, au-delà de toute cette chiasse, c'est que ça ne déclenche aucune réaction du côté de la WCW. Là, je suis catcheur de la WCW, je suis Lex Luger, je suis le géant. Je suis quand même Sting malgré tout ce que tu peux dire. Je suis Diamond Dallas Page. Je suis Chris Jericho, c'est déjà mêlé. Je suis des gens. Je fais quelque chose. Là, il y a une fin de show, de célébration de Hogan et Macho Man qui ricanent, qui font des poses plastiques, qui font la canne de peinture sur Piper, qui multiplient les finishes. Il y a plusieurs Macho Elbow, il y a plusieurs leg drops, il y a des jets de trucs, de projectiles sur le ring, etc. C'est au-delà de tout ce qui pourrait être cohérent en termes de booking, c'est la logique pure. Venez, faites quelque chose. Non? bah, oui, comme toujours. Alors là, je regarde, donc là, je vais vous le décrire. Putain, je viens de comprendre. Ah, 5, 5. Ah bah, Égalité. voilà, je viens de comprendre, je viens de comprendre. Donc On voilà ce qui se recommence. passe, voilà On ce qui se restart. passe. Parce que c'est vrai que, des fois et ça arrive de temps en temps, donc quand j'écris 1 ou 2 lignes, je regarde plus mon écran pendant 5, 6 secondes. Donc voilà ce qui se passe, je vais vous décrire la chose. Sleeper de Piper. Il gagne le match. Explosion de la foule et là, c'est le Macho Man qui tire les pieds de Hogan sous la corde. Bah oui, mais c'était ça, de quoi on parlait. Mais moi je l'avais pas vu ça. Mais on a débattu sur est-ce qu'il l'a mal fait ou est-ce qu'il l'a bien fait. Ah, c'était le point américain? Oui, le point américain. Mais le macho, et donc pour signifier à quel point il était le macho, doit vraiment bien tirer Hogan. Enfin, il le tire pas de 10 centimètres, il le tire de plus d'un mètre. Il le met cheville sous les cordes. Oui, oui. Donc du coup, l'arbitre doit se dire bien, ah mince, c'est pas une erreur, genre, ah, j'avais pas vu qu'il était sous les cordes. C'est genre, là, c'est pas possible en fait. Il a dû se Bah, déplacer après le match.
Voilà, je regarde, peut-être que dans le doute, ah beh, voilà, je regarde l'arbitre, il vient de faire comme ça, il regarde Hogan et en fait, il rebaisse mais le truc, c'est que la caméra ne fait que filmer le Macho Man pendant que l'arbitre, s'occupe de Piper, donc on voit pas qu'il lui rebaisse le bras. Donc nous, on le voit pas parce qu'ils sont que sur Macho, là, ils sont que sur Macho. Macho, il tape la caméra pendant qu'il sort le point américain et en fait, voilà, c'est une fois de plus, ils font 2 trucs clés en même temps et tu ne peux en voir Oui, qu'un seul. Voilà, donc oui. maintenant j'ai compris. Et pour mon honnêteté analytique, je veux pas re-regarder les choses. Je veux livrer mes réactions en ne le regardant qu'une seule fois. En tant que normal, quoi. J'ai commandé le pay-per-view, je le regarde. Et après, Macho Man fait un elbow drop et Hogan fait le compte sur Piper, mais Moi, j'avais bien marqué, moi dans mes notes, j'ai marqué finish clean sleeper 3 fois le bras avec Macho qui regarde. Après seulement, Macho déplace Hogan et le met sous les cordes à hauteur de cheville. Restart via arbitre à raté. Macho donne le point américain. Victoire. Célébration NWO. mais le restart n'a jamais été officiellement restarté. Mais le restart, c'est de la merde sans nom, oui. D'accord, d'accord. Ouais, ouais. Oui, 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 et alors, accordons-nous bien sur quelque chose, c'est de la merde. Ouais, OK. Non, ça va, tout va bien. Pas comme Ça, ton on est. visuel. Oh, oh, c'est pas le plus. C'est pas le plus. Oui, on sentait que tu voulais le finir avant la journée de boulot. Non, ça m'a. Bah, écoute. Non, 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 mais si, ça va, c'est sympa. C'est quand même le rematch du siècle. Je voulais, à la base, je t'avoue, vous rentrez dans mon cerveau, je voulais troller en faisant exactement le même visuel que Starcade, en mettant juste Match of the Century 2. Et du coup, ne même pas mettre Super Brawl ou quoi que ce soit. Et après, je me suis dit, bon, on ne va pas se moquer de nos abonnés en faisant exactement le même visuel. Donc, j'en ai créé un autre. Mmh. Mais, c'est de la merde. Oui, 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 on est, Et moi, je pense que là, d'un point de vue storyline, d'un point de vue de booking, etc., c'est le moment pour faire éclater la guerre. C'est le moment de venir pour les gentils. eh ben, c'est peut-être pour ça qu'on va avoir le main event de Uncensored. Oui, mais justement, on l'a déjà dit plein de fois, c'est super de commencer à hyper le prochain pay-per-view dans le pay-per-view, parce que de toute façon, à Nitro, on sait très bien qu'ils vont en reparler. C'est pas comme si c'était pas visible, parce qu'on l'a toujours dit, voilà, il y a que 275 000 personnes qui regardent, mais à Nitro, on a l'habitude. À Nitro, ils peuvent passer le passage pendant plusieurs semaines, et donc ça aurait Ouais. le même effet. Mais ça aurait été chouette que là, il y ait confrontation. Ça aurait été plus que chouette, ça aurait été simplement logique. Là, il se passe quelque chose d'énorme. Il y a un énorme heel turn qui vient encore consolider la NWO en lui piquant un de ses plus gros adversaires. Venez là. DDP sort de la douche. Luger. Sort du Giant. Sort du quick. Non, mais franchement, faites quelque chose. Faites quelque chose. Là, parce qu'en plus, c'est très long. Si la célébration, Comme elle cette dure une review minute. d'ailleurs, hein. Oui, si la célébration, elle dure une minute, tu dis, bon, bah voilà, ils n'ont pas eu le temps et c'est fini. Peut-être qu'ils sont venus après, j'en sais rien. Mais là, ça dure 10 minutes. T'as le temps de venir, viens. S'il te plaît. J'en peux plus. Venez nous aider. Ouais. Donc, Rendez-vous demain. est-ce qu'on peut faire un bilan heel turn? Moi, j'aimerais bien, parce que c'est suffisamment. On Ah fait un non, bilan heel pas turn. après 1h25 de review là, les Eric mecs ils vont se Bischoff. désabonner. Eric Bischoff. De la merde. Buff Bagwell. De la merde. Mmh. Macho Man. De la maxi merde. On compte même plus, je sais même plus comment s'est passé le heel turn de Big Bubba là. Oh, tu as oublié Scott Norton. Scott Norton via juste présence de la merde. Virgile, absolument pareil. Virgile Bon, avait juste Virgile, il est enfilé un arrivé, hein. t-shirt. Oui, Le voilà, il mec, avait. Virgile, c'est un peu comme comme certains mecs en djellaba, en Égypte, qui te demandent un bakshish, mais là je te mens pas. À Karnak, tu as des chiottes près du lac sacré qui sont c'est un algéco, d'accord? Je me mets Et la donc dose. c'est vrai que tu as des temples genre, Edfu
où devant les chiottes, t'as un mec qui te donne legit 2 feuilles de PQ quand tu rentres, et quand tu sors, il va te demander bakshish, tu vois. Donc à la limite, le mec, il a fait un truc, il s'est dit, je t'ai donné 2 feuilles de PQ, je suis legit pour te demander un bakshish. Mais à Karnak, les mecs sont en là-bas, comme ça, devant les Algeco. Ils font rien. Et quand tu sors, il te dit bakshish. Et moi, je suis toujours, j'adore le panache de la démarche, quoi. Parce qu'évidemment, c'est pas eux qui nettoient les chiottes, et de toute façon, tu imagines bien que les chiottes Algeco du temple de Karnak à Luxor sont pas spécialement nettoyées. Je veux bien l'imaginer. Oui, non, mais en gros, NWO, ça fait partie de la magie de la Monday Night War. Quelle adhésion à la NWO a été bien réussie, à part celle de Hogan? VK Wall Street et Big Baba, ça s'est passé comment? VK Wall Street, il a dû avoir une ceinture avec marque NWO à un moment donné, c'est tout. Hein. Il a trouvé un t-shirt par terre. Oh putain, sérieux? Sympa. Ah, vas-y, ça va me donner une direction, peut-être. Vu ma tenue de merde. Non, mais je sais pas. Du coup, oui, à part Hogan, la NWO, ça a été catastrophe sur catastrophe. Pour les heel turns. Celui du géant, c'était pareil. C'était ma conclusion un peu. C'est qu'effectivement, ils ont du mal à booker les finishes. Et alors, les heel turns, c'est très, très difficile. Hein. Très, très, très difficile. Restons quand même sur une note positive. Très bon pay-per-view. Très bon pay-per-view. Honnêtement, vous pouvez le regarder en entier. Il n'y a pas de match qui sort du lot, mais ils sont tous bons, voire bons plus. Pas très bon. Il n'y a pas de très bons matchs. Non, mais il n'y a rien à voir absolument. Tout est bon et c'est suffisamment constant dans la qualité pour vous encourager à le regarder. Ouais, franchement, c'est pareil, ça fait partie des shows que j'avais un petit peu oublié, ou en tout cas que j'avais très très peu en tête. J'aurais pas pu te sortir plus d'un ou deux matchs de la carte comme ça de mémoire. Très bonne surprise, mais en fait les pay-per-view WCW, c'est quand même souvent quand c'est pas Slamboree, c'est pas mal. Hein. Ouais. Donc voilà, 1h27. Hein. Faut qu'on se calme un petit peu. Bah, il y avait ton coup de gueule. Et donc le putain ometteur est à égalité. Non. Bah, toujours si, 5-4. Ah, j'ai fait 5e, mince. Oui, t'as fait 5e largement. Ah putain, voilà, comme ça, j'ai gagné. Voilà. Hop là. Rendez-vous demain, Nitro. Merci des bras. Voilà, ça va être bien. Raw Manhattan Center, la ECW, Nitro va renverser toutes les décisions importantes de ce show. Donc, soyez prêts. Très bien. Bisous à tous, bisous Dimitri. Merci demain. à toi, merci à tous. Putain, exprès pour qu'on finisse à égalité pour la justice. Voilà. Vive le catch, vive 1997, vive février, vive mars. Vive la République. Et vive le confinement. Au moment où vous allez regarder ce truc, on sera certainement en confinement, j'imagine. Très probablement. Donc attention à la santé mentale et à la semaine prochaine, si Dieu le veut. Bisous. Yeah.